Bonjour, je vous propose aujourd'hui de jeter un petit coup d'œil à la mécanique de jeu de Clash of Giants Civil War, consacrée aux batailles de Second Bull Run et de Gettysburg. C'est une simulation historique de TED Racer, éditée chez GMT Games. Voici le champ de bataille et la carte consacrée donc à Second Bull Run. La carte est composée du champ de bataille proprement dit, ainsi que diverses aides de jeu réparties tout autour qui nous permettent donc de suivre la simulation. Les confédérés doivent se placer en premier. Ils ont plusieurs options. J'ai choisi celle-ci qui n'est peut-être pas la meilleure, mais c'est l'option la plus agressive qui va nous permettre de découvrir les mécanismes assez rapidement. Avant de débuter, quelques explications. En premier lieu, les impulsions lors de la séquence de jeu qui se nomme phase opérationnelle sont aléatoires. On tire au sort les marqueurs que vous avez ici. Donc là, les marqueurs disponibles pour ce tour 1 pour la Confédération, et ici pour l'Union, le seul et unique pour l'instant, hein, puisque un autre pourra venir si le jet de dés est favorable. Côté Confédéré, mais aussi côté Union, nous avons aussi ici des supports d'artillerie qui vont eux aussi être tirés au sort. Enfin, pendant le tour 1 à 5, les confédérés n'ont pas l'autorisation de mener des actions de combat, sauf à une occasion, lorsqu'ils utilisent le petit marqueur que vous avez ici, qui est disponible tout le temps, qui est l'aile de Jackson. Ensuite, à côté, vous avez l'artillerie de Stuart. Nous allons tout de suite déterminer quels marqueurs d'artillerie seront disponibles. Pour cela, nous allons prendre tous les marqueurs, les mettre de côté dans un bol et on va tirer la moitié arrondie à l'inférieur. Il y a en tout 5 marqueurs d'artillerie, divisé par 2, 2,5, on arrondit donc à 2, comme la règle le stipule, et j'ai tiré au sort un support d'artillerie pour l'Union et un ici pour Ewell, côté Confédération. Avant de débuter le tour de jeu proprement dit, quelques informations supplémentaires. Dans cette bataille de Bull Run, l'Union doit obéir aux ordres de Pope. Alors, les différents corps qui vont rentrer ont des ordres bien précis de la part de leur général en chef. Par exemple, hein, ici, Hooker doit se diriger vers centre-ville. Il doit le faire sur les routes et il doit emprunter le chemin, pas forcément le plus rapide, mais celui qui va l'amener le plus sûrement jusqu'à centre-ville. Ces ordres peuvent être coupés à un moment donné, ils vont prendre fin. Ils prendront fin, par exemple, au tour 7. Les ordres de Pope s'arrêteront à ce tour-là. Ils prendront fin si une unité de la formation arrive jusqu'à l'hexagone désigné comme objectif. À ce moment-là, toute la formation s'arrête et au tour suivant, la formation qui a atteint son objectif sera libérée des ordres de Pope. Enfin, si une unité de la formation entre dans un hexagone adjacent à une unité confédérée, eh bien toute la formation, à ce moment-là, est elle aussi libérée des ordres de Pope. Nous allons attaquer la séquence de jeu proprement dite. Nous allons d'abord faire la phase mutuelle de renfort. Ici, les confédérés n'ont personne à faire rentrer lors de ce tour 1. Par contre, l'Union a des unités qui peuvent rentrer. C'est celle du 3e corps de Kearny. Nous allons devoir lancer un dé afin de savoir si cette unité entre maintenant ou bien entrera plus tard. Eh bien, les unités vont donc arriver puisque sur ce score de 3, il lui est permis d'arriver ce tour-ci. Si nous avions eu un échec, eh bien l'unité était retardée et un point de victoire était alloué aux confédérés. On va maintenant rassembler les divers marqueurs des unités présentes, sachant que j'ai le droit de mettre celle-ci de côté, puisqu'elle va arriver, et je la jouerai en dernier. Avant de pouvoir la jouer, je vais déterminer en quel endroit arrivera ces unités qui sont là.
Je vais jeter un dé et sur un score de 5, mon unité rentrera au point F et de 6 au point D. Le résultat est un 6. Les unités de Kearney vont donc rentrer au point D. Je vais maintenant rassembler les divers marqueurs des unités, les tirer au sort afin de déterminer quelles seront les unités qui vont s'activer en premier. Je décide, car j'ai le choix et la possibilité de le faire, de mettre le marqueur de Kearney de côté. Il jouera donc en dernier. L'Union avait le choix, si j'avais voulu, de faire rentrer prématurément d'autres unités. Mais attention, si je rate le jet de dés pour l'entrée de ces unités, eh bien à ce moment-là, ces unités étaient retardées et je donnais des points de victoire encore une fois aux confédérés. Donc je vais éviter ça pour l'instant. J'ai donc tiré au sort l'armée de Hooker, c'est donc le 3e corps de Hooker qui va commencer. Il faut à présent déterminer les points de mouvement pour cette armée. Comme vous voyez, il y a un petit ici tableau qui me permet de savoir quel point de mouvement va utiliser cette armée. Il faut que je jette un dé. Sur un résultat de 1 et 2, 4 points de mouvement, de 3 et 4, 6 points de mouvement, de 5 et 6, 8 points de mouvement. Le résultat est un 5. Ces unités ont donc 8 points de mouvement. Hooker peut donc se déplacer. N'oublions pas qu'il doit obéir aux ordres de Pope. Donc il va commencer sa route vers son objectif qui est centre-ville, tout au nord donc de la carte. Il va donc se déplacer sur la route principale et commencer son mouvement sur la route. Il va être coupé dans son élan lorsqu'il va rencontrer bien sûr les confédérés. Dans cette simulation, on déplace les unités les unes après les autres. La règle d'empilement, c'est 2 maximum, sauf sur les hexagones d'entrée. Conformément à la règle, l'unité vient de rentrer dans une zone de contrôle ennemie, donc la formation entière est libérée des ordres de Pope. Ce qui veut dire qu'ils peuvent se déplacer comme ils l'entendent à partir de maintenant. Je vais déplacer une unité en direct pour que vous puissiez voir comment cela fonctionne. Il y a bien sûr une charte que je vous montre ici avec les divers coups de mouvement ainsi que les autorisations ou non d'utilisation d'artillerie, etc., etc. Donc ici, attention, à chaque fois les terrains, il faut vérifier s'ils sont valables pour Bull Run ou s'ils sont valables pour Gettysburg. Donc ici, par exemple, en clair, ça me coûtera 1. Lorsque je vais rentrer dans un bois, ça me coûtera 2. Donc je pense que c'est les 2 seuls terrains que je vais rencontrer. Étant libéré des ordres de Pope, je peux utiliser le mouvement que je désire. Je suis sur une route, donc je peux déclencher pour commencer un mouvement de route. Et comme je vais sortir de la route, je vais finir par un mouvement normal. Je déclenche donc mon mouvement de route. Donc 1 point, 2 points. Je ne peux pas continuer à utiliser mon mouvement de route pour rentrer dans un hexagone avec une unité. Donc je vais passer sur le côté parce que c'est ce que j'ai envie de faire. Donc ici, ça va me coûter 2 points. Donc on a fait 1, 2, 3, 4 et 5, 6 pour rentrer dans la zone de contrôle ennemi. Voici mon 3e mouvement. Hooker a donc terminé son mouvement. Il n'a pas utilisé tous ses points, il n'en avait pas besoin. Voici donc la configuration qui va certainement être une bataille. Je vais certainement déclarer un combat. Je retourne donc le pion combat qui est ici. Et je n'ai le droit à un combat qu'une fois par tour. Donc là, je viens d'utiliser mon combat, je ne pourrai pas en refaire d'autres pour ce tour-ci. Pour le combat, réglons d'abord le problème de l'artillerie. Ici, l'unité que je souhaite attaquer, qui est au centre, et bien de mon encerclement, enfin de ma tentative d'encerclement, bien que ce ne soit pas tout à fait achevé, eh bien je ne peux pas utiliser d'artillerie parce qu'elle est dans un bois. Je vais utiliser une attaque combinée pour attaquer cette unité avec ces deux-là. Je ne peux pas utiliser celle-ci dans mon attaque combinée
parce que tout simplement, elle doit faire face à cette unité qui est là. Donc ici, pour déterminer les forces en présence, eh bien, on compte en fait le nombre de pas. Ici 2, 2, contre 2 et 2. Donc 2, 3, 4, contre 4. Il n'y a pas d'artillerie en soutien, puisque je vous le rappelle, nous sommes dans un bois. L'unité attaquée est dans un bois. Donc, nous allons nous reporter au tableau. Voici la table de résolution du combat. Comme vous pouvez le voir, il n'y en a qu'une. Elle est assez simple. Ici, on est à 1 contre 1. Il n'y a aucun modificateur sur le jet de dés lors de la procédure de résolution de combat. Le défenseur commence par jeter les dés. Attention, 1 dé par unité attaquée. Donc ici, je vais lancer 2 dés. Voici les résultats, un 6 et un 3. Il faut le comparer au 4 que vous avez juste là, qui est la VET. Sachant que le 6 est un résultat spécial. Donc je vais d'abord me débarrasser du 3. Il est inférieur au 4. Il n'y a donc aucun effet sur cette unité-là. Le 6 par contre est un très mauvais résultat puisqu'il indique une perte sèche et immédiate. Donc on retourne l'unité qui vient donc de perdre un pas. On passe maintenant à l'attaquant. Voici les résultats pour l'union. Un 4 qui n'est pas donc supérieur à sa VET, donc à son 4 porté sur la droite de son pion, et un 2 qui est inférieur donc au 3. Ces unités n'ont donc subi aucun effet. Il ne faut pas oublier que l'unité en défense qui a perdu un pas doit obligatoirement retraiter. Alors ici, les retraites doivent se faire pour le confédéré d'après, alors il y a un petit hexagone sur le côté qui nous le montre, un petit compas. Les retraites pour le confédéré doivent se faire dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Donc comme ça ou comme ça. Donc pour retraiter, il faut faire la différence entre le G de D modifié, entre le résultat modifié au G de D et la VAT. Donc jusqu'à un maximum de 3 hexagones. Ici, mon unité ne peut pas retraiter là, parce qu'il n'y a pas d'unité amie sur laquelle passer pour annuler la zone de contrôle qui est là. Je n'ai pas le droit d'aller dans une zone de contrôle. Donc bien que le compas de retraite m'oblige d'aller dans ce sens-là, je vais être obligé de retraiter ici, un hexagone, et ensuite je reprends ma direction, ici, 2 hexagones. Donc voilà. Je vous montre rapidement le compas de retraite. On va maintenant tirer au sort la deuxième unité qui sera activée, et il s'agit de Taliaferro. On jette ensuite les dés pour savoir combien de points de mouvement il dispose. Ici le résultat est 1, il a donc 4 points de mouvement. Avant d'effectuer mon mouvement, je déclare, ici j'ai déclaré que j'utilisais donc ce marqueur spécial qui est celui de Jackson's Wing, donc l'aile de Jackson, ce qui va me permettre d'attaquer. Donc je déclare après mon mouvement que vous voyez là, je déclare donc une action de combat, donc comme tout à l'heure, mais cette fois-ci de l'autre côté là-bas, tout en haut de la carte, je vais retourner le marqueur combat des confédérés. C'est la seule et unique fois où ils peuvent attaquer, c'est quand ils utilisent, jusqu'au tour 5, c'est quand ils utilisent ce marqueur de Jackson. Je vais donc mener mon attaque ici, avec ces 2 unités, contre celle-ci. Ici nous avons donc 2 plus 2, 4 pour ces 2 unités, 2 plus 2, 4, contre 2, ce qui fait donc du 2 contre 1. Cela m'indique un -1 plus 1, les attaquants enlèveront -1 à leur jet de dés, les défenseurs ajouteront +1 à leur jet de dés, et la limite des pertes est de 4, c'est-à-dire que si j'avais eu 5 unités, eh bien seulement 4 sur les 5 devaient appliquer les jets de dés. Il ne s'agit pas ici d'une attaque de flanc puisque Ewell ne participe pas à cette bataille.
Le résultat est un 6, vous avez vu tout à l'heure ce que cela donne, donc ce 6 va m'infliger une perte au défenseur. Il va retraiter, lui doit prendre cette direction ou bien cette direction. L'avantage ici, c'est que vous avez une unité, il va pouvoir passer par-dessus. Donc ça va faire 1, 2 hexagones et il va s'arrêter ici. Les résultats ici de l'attaquant sont 1 et 1, donc puisqu'on retire 1, donc ce qui nous fait sans effet pour eux. Ah oui, j'ai oublié ici de rajouter le +1, donc ça faisait 3 hexagones, donc il est obligé de reculer encore une fois. Alors il ne peut pas aller là, parce qu'il ne peut pas rentrer, donc il est obligé de reculer là. Donc 3 hexagones en tout de retraite pour cette unité. L'attaquant peut avancer après combat, donc c'est l'une des 2 unités qui est attaquée. S'il y avait eu 2 unités empilées, elles pouvaient avancer toutes les 2 ou une seule. Je ne me préoccupe pas lors de cette avance après combat des zones de contrôle ennemi. Je décide donc d'avancer ici. On tire au sort la prochaine unité qui va arriver et il s'agit de Ewell. Même procédure, on lance un dé pour savoir de combien de points de mouvement dispose Ewell. Le résultat est un 5, il dispose donc de 8 points de mouvement. J'ai décidé de rapprocher cette unité qui était là, et elle a donc utilisé ses points de mouvement. J'arrête là mon activation d'Ewell, je ne vais pas bouger plus avant. C'est à présent à Light d'entrer en action. Light est à centre-ville, c'était son point de départ qu'il contrôle. Vous avez donc compris que toute la difficulté pour les confédérés, c'est de ne pas activer trop tôt les unités de l'Union, c'est-à-dire de ne pas casser les ordres de Pope le plus tôt possible. Il faut le faire le plus tard possible afin que celui-ci se dirige vers les points d'objectifs désignés par Pope, sachant que normalement, hein, avec les ordres Pope, il ne peut pas faire machine arrière. Donc par exemple ici, pour l'objectif de centre-ville, je vais m'avancer un tout petit peu pour me mettre, je pense, en défense, si possible, vers ce niveau par là, ici, au niveau de la crête. Voilà, en laissant quelques unités un peu partout, afin d'empêcher l'Union d'arriver. Ma première unité a utilisé un mouvement de route. Je me suis arrêté à cette hauteur, comme vous pouvez le voir ici. Je vais faire venir l'autre unité, je vais vous le montrer. On va utiliser d'abord un mouvement de route. Ce mouvement de route ne m'autorise pas à rentrer sur un hexagone ayant déjà une unité présente. Je vais donc finir, et j'ai le droit, de terminer mon mouvement par un mouvement normal. Je vais donc payer le coût normal de l'hexagone. Par contre, je n'ai pas le droit de commencer un mouvement normal et ensuite déclencher un mouvement de route. Le mouvement de route se déclenche en premier. Donc on va bouger en mouvement de route, 1, 2, 3, 4, je m'arrête, et on passe en mouvement normal, 5, pour empiler ici cette unité. Et on va faire la même chose pour le reste des unités. Light a donc effectué son mouvement, on passe au dernier, et le dernier c'est donc l'entrée de l'Union avec donc Kearny. Kearny entre donc ici, et doit, selon les ordres de Pope, se diriger tout en haut vers centre-ville, là où se trouvent donc les forces de Light. Comme vous allez le voir, il ne va pas pouvoir s'emparer ici du point de contrôle détenu par les confédérés, tout simplement parce qu'il ne va pas passer dessus. En fait, son ordre lui dit de se rapprocher le plus rapidement possible, le plus efficacement possible vers son objectif, et il ne peut pas faire marche arrière. Donc en fait, il va longer la route, faire son mouvement de route, pour se diriger donc vers son objectif. Chaque fois qu'il a une possibilité de bifurcation, on doit réfléchir, est-ce que le chemin le plus sûr pour y arriver, le plus rapide, est vraiment la ligne droite, parce que parfois, en fait, soit un gué est occupé, soit un pont est occupé, soit vous avez des troupes en face, et en passant par la route à côté,
cela est plus efficace. Eh bien, nous allons voir, nous allons faire donc marcher Kearney et ses troupes. On a lancé le dé, un 3 est sorti, Kearney n'a donc que 4 points de mouvement. Les unités de Kearney viennent d'arriver, elles peuvent donc utiliser un troisième mouvement, qui est le mouvement de marche, donc de renfort, ce qui nous permet d'avancer très très vite, puisque chaque hexagone coûte un quart seulement de points. Donc je vous montre pour la première unité, donc n'oubliez pas, c'est toujours individuel, les unes après les autres. Donc on va faire ici un quart, un quart, un quart, hop, un point. Donc il doit en faire 4, puisqu'il n'a que 4 points de mouvement. Donc il va passer juste à côté. Ah, hélas, il ne peut pas faire demi-tour, il ne peut pas s'emparer de cette... il n'a pas le droit de faire ça, puis de repartir. Hein. Donc on était à 1, 2, je me perds dans mon... Voilà, donc on dit 1, 2, 3 et 4. Il arrivera là. Les autres vont suivre. Voilà où nous sommes rendus. Comme vous pouvez le remarquer, les unités ne sont pas empilées, parce que ce mouvement m'interdit de m'empiler. Donc en fait, on s'arrête les uns après les autres, celui de tête étant celui qui va donc le plus loin. Voilà pour le mouvement final. On a fini, toutes les unités ont été tirées au sort. La phase opérationnelle étant terminée, on passe à la phase de retraite. Durant cette phase, toutes les unités qui se trouvent dans un terrain clair et adjacente, donc du coup l'unité est adjacente à une unité ennemie mais qui se trouve sur un niveau supérieur, ces unités donc au niveau inférieur doivent immédiatement retraiter de 4 hexagones. Donc ici on va vérifier, mais je pense que ce n'est pas le cas. Donc lui est à un niveau supérieur mais ce n'est pas un terrain clair. Lui est ici et cette unité, vous voyez, est au même niveau que les autres, pareil pour celle-là. Donc personne ne va retraiter pendant cette fin de tour. Il n'y a pas de phase nocturne pendant ce tour, elle arrivera la phase nocturne au tour 6. Donc pour l'instant, nous passons à la phase de fin de tour du jeu. On vérifie si les conditions de victoire automatique sont validées, ce qui n'est pas le cas. On remet tous les marqueurs là où ils doivent être et on est prêt à recommencer. On redispose pour le tour suivant donc de tous les marqueurs. Donc ici, les deux marqueurs des forces de l'Union, les marqueurs des forces ici confédérées, les canons qu'il va falloir, l'artillerie pardon, qu'il va falloir retirer au sort, de même pour l'artillerie de l'Union, ainsi que les marqueurs spéciaux qui nous ont permis d'attaquer au niveau des confédérés, puisque jusqu'au tour 5, ils n'ont pas le droit d'attaquer. Nous sommes donc arrivés à la fin de ce tour 1, le marqueur a été avancé au tour 2. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit coup d'œil consacré à Clash of Giants Civil War, donc ici la simulation de la bataille de Second Bull Run, et je vous dis à bientôt. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, n'hésitez pas à parler autour de vous de la chaîne, et à très bientôt.